Heure du Québec. Alors, on va commencer la présentation. Aujourd'hui, c'est notre premier webinaire pour EcoTalk. Alors, on va avoir une présentation par le professeur Jonathan Véraud qui est sur la santé des baleines du Saint-Laurent, à savoir si elle est menacée par les contaminants. Avant de commencer, je vais demander au directeur de EcoTalk de nous présenter notre conférencier. Alors, Patrice Couture. Est-ce que Patrice est toujours là? Son micro est désactivé. Bon. Voilà, Patrice. OK, alors oui, bien, merci. Voilà, vous m'entendez, parfait. Oui, alors c'est un grand plaisir pour moi d'animer le premier webinaire d'EcoTalk. Donc, on a des gens qui viennent du Québec et de France qui se joignent à nous aujourd'hui pour ce premier événement qui, on l'espère, sera le début d'une longue tradition. On va en faire régulièrement. Aujourd'hui, on commence avec un sujet très passionnant pour un paquet de monde, la contamination des baleines à partir des activités humaines. Jonathan est un spécialiste dans le domaine. C'est un des rares qui travaille dans le domaine. Donc, Jonathan Véraud, professeur à l'UQAM, est bien sûr membre d'EcoTalk et aussi directeur de l'Axe 2 d'EcoTalk. Et va nous faire une présentation aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Jonathan, d'avoir accepté d'ouvrir le bal de ce premier webinaire qui, on est convaincu, est le début d'une longue tradition. Alors voilà, je donne la parole à Lise si elle a peut-être des points d'ordre à spécifier avant de commencer. Voilà. Merci, Patrice. On a des gens effectivement de la France, mais on en a aussi d'autres pays qui font partie d'EcoTalk, d'EcoBIM, excusez-moi. Alors, pour de la façon de fonctionner avec Zoom, j'imagine que vous êtes assez familier. On va commencer par la présentation de Jonathan et puis qui va durer à peu près 30 minutes. Puis on vous invitera par la suite à lever la main avec l'outil pour poser des questions. Et puis, je vous donnerai la parole l'un après l'autre pour poser les questions à Jonathan. Alors, sans plus tarder, on va commencer à écouter la présentation de Jonathan. Merci, Lise. Donc, contrairement à Lise qui a un beau background spatial, moi, je suis dans le sous-sol, dans la salle de jeu où j'ai réussi à évacuer mes 3 enfants pour pouvoir vous parler aujourd'hui. Donc, j'espère que vous passez tous un bon isolement, chacun de votre côté, où que vous soyez dans le monde. Donc, je vais premièrement fermer ma vidéo. Et puis, je vais commencer en vous affichant la présentation d'aujourd'hui. Voilà, que vous devriez voir présentement. Donc, si ce n'est pas le cas, dites-moi-le. Donc, merci de la présentation et je suis content de débuter ce bal de séminaire ou de webinaire, en fait. J'espère pouvoir écouter d'autres présentateurs dans les prochains mois et semaines. Notre groupe de recherche s'intéresse à la santé des baleines parmi d'autres espèces sentinelles. Pour peut-être décevoir certains, je ne compte pas aujourd'hui ou je n'ai pas l'ambition de répondre à la question de mon titre, la santé des baleines du Saint-Laurent est-elle menacée par les contaminants? Je vais plutôt vous proposer quelques pistes de réflexion issues de nos recherches sur 2 espèces, principalement le petit rorqual et le beluga du Saint-Laurent, qui nous ont amenés justement à proposer certaines pistes ou mécanismes de toxicité qui pourraient avoir une incidence sur la santé de ces 2 espèces de baleines-là qui fréquentent le Saint-Laurent. Un autre de mes objectifs, en fait, que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'aspect cyclique des contaminants que l'on retrouve chez les espèces sauvages, dont, en fait, je vais utiliser l'exemple des belugas et des petits rorquals pour vous démontrer qu'on fait souvent affaire en recherche en toxicologie sur des contaminants qui, malheureusement, représentent de regrettables substitutions à des contaminants qui ont été bannis et qui ont été remplacés par d'autres. Donc, c'est là où je veux vous proposer un peu cette cyclicité-là. Donc, j'y reviens évidemment dans quelques diapos.
Donc voilà, je pense que avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais mettre beaucoup d'emphase sur le fait que les projets qu'on a amorcés sur le petit rorqual et le beluga sont issus d'une collaboration très serrée avec de nombreux collaborateurs. Donc, notre laboratoire ne peut pas se vanter d'avoir une grande expérience sur la recherche sur les belugas et le petit rorqual du Saint-Laurent. D'ailleurs, c'est un projet qu'on a commencé avec nos collègues depuis 2014. Bien sûr, il y a des gens qui sont impliqués dans ces projets-là depuis de nombreuses années, entre autres Robert, Véronique, ainsi que Stéphane. On a rajouté maintenant des nouveaux collaborateurs comme Danny pour les aspects de le petit rorqual. Et évidemment, les collaboratrices d'Environnement Canada, Magali Hood, et nos chers étudiants qui sont responsables de la plupart des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je les remercie grandement, Antoine, Alexandre, et mon collègue Michael aussi, qui est impliqué dans ces projets-là. Donc, voilà pour l'aspect des collaborateurs. Donc, c'est vraiment un projet multicollaboration et qui maintenant, après l'expansion, peut inclure de nouveaux collaborateurs, mais qui ne sont pas impliqués dans les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. Okay? Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte de la problématique, en fait, je pense que tout le monde, connaissant un peu le Saint-Laurent et autres, ou l'estuaire et le golfe, ben, on est tous d'accord sur le fait que le Saint-Laurent en tant que tel est un milieu qui est fortement stressant pour les mammifères marins. Stressant chimiquement surtout au niveau de, de ce cocktail contaminant qui nous provient des effluents urbains, hein, des contaminants organiques et inorganiques, mais aussi des effluents industriels, ainsi qu'un grand nombre de substances inclus dans les divers fertilisants ainsi que les engrais. Les pesticides, évidemment, utilisés dans le milieu agricole, étant donné que le Saint-Laurent est bordé de nombreuses terres arables et où l'agriculture intensive est pratiquement la norme aujourd'hui. Évidemment, il ne faut pas négliger les aspects des changements climatiques que j'exemplifie ici par les cheminées, qui peuvent créer des perturbations, évidemment, dans le milieu physique là, du beluga, par exemple au niveau des températures de l'eau, mais aussi au niveau de la structure de la chaîne alimentaire, donc l'abondance et l'accessibilité à certaines proies des belugas et du petit rorqual. On parle aussi de trafic maritime, bien sûr, pour l'aspect collision avec les baleines, qui est peut-être moins important pour les belugas, mais peut-être plus pour d'autres espèces de baleines. Mais certainement au niveau de la pollution sonore créée par ces embarcations. On parle de gros bateaux, évidemment, le transport, mais des fois, cette pollution sonore est encore plus importante pour les petites embarcations, entre autres celles qui sont utilisées dans l'industrie touristique qui est très développée, évidemment, autour de Tadoussac et ses municipalités avoisinantes. Évidemment, dans certains cas, on peut retrouver des épisodes de floraison d'algues toxiques qui peuvent décimer plusieurs espèces de mammifères marins, de poissons, donc affecter la chaîne alimentaire, mais aussi le beluga et le petit rorqual eux-mêmes. Donc, ce sont évidemment des épisodes qui sont difficilement prévisibles, mais qui peuvent avoir une grande incidence sur la santé et aussi la survie de ces animaux-là durant certaines périodes de l'année. Donc, ces divers facteurs-là, évidemment, peuvent affecter directement la survie et le recrutement des populations des baleines. Et je voudrais plus particulièrement le beluga, c'est ce qui a été étudié au fil des ans. Donc, une modélisation de la population des belugas du Saint-Laurent a démontré qu'il y avait eu une diminution drastique de la population des belugas, qui a été estimée ici depuis le début des années 1912, en fait, où la population à ce moment-là atteignait pratiquement 10 000 individus et qui, au fil des ans, a diminué beaucoup, en grande partie dû à la chasse qui s'est faite sur cette population-là, qui est terminée à la fin des années 70. Mais malheureusement, même après l'arrêt de la chasse et malgré plusieurs mesures qui ont été mises en place pour favoriser le recrutement de la population du beluga du Saint-Laurent, c'est qu'on ne voit pas encore aujourd'hui d'augmentation de cette population. Au contraire, on voit des diminutions. Donc, les niveaux plafonnent autour d'un peu moins de 1000 individus dans l'estuaire et une partie du golfe du Saint-Laurent. Donc, ça soulève beaucoup d'inquiétudes, si bien que maintenant, la population
du Beluga du Saint-Laurent est classifié en voie de disparition sur la liste, en fait, la liste des espèces en péril, ainsi que la COSEPAC. Donc, évidemment, ça nous a amené, nous, en tant que groupe de recherche et nos collaborateurs, à nous intéresser aux contaminants chez cette espèce-là. Donc, on prend un peu le fil des travaux qui étaient faits par Michel Leboeuf de Pêche et Océan, qui suivait à ce moment-là une foule de contaminants organiques, dont les BPC, les organochlorés et les PPDE. Donc, on a un peu pris le fil de ça en se demandant, mais qu'en est-il maintenant de ces niveaux de contaminants chez ces deux espèces-là? Est-ce que les niveaux sont en augmentation, en diminution? Et surtout, évidemment, on avait le mandat, en fait, de voir s'il n'y avait pas, justement, apparition ou détection de nouveaux contaminants, en fait, des contaminants émergents, et principalement en considérant une classe de contaminants organiques qu'on appelle les retardateurs de flamme, là, qui animent beaucoup de nos travaux au laboratoire à l'UQAM. Ensuite, on s'est demandé si ces contaminants-là, ce cocktail toxique-là, pouvait avoir une incidence sur un des grands systèmes, en fait, les grands systèmes qui régulent l'homéostasie de ces espèces-là, entre autres au niveau du système endocrinien, mais aussi au niveau du métabolisme des bélugas et des petits rorquals. Évidemment, une piste qui avait été proposée par nos collaborateurs, entre autres Stéphane Lair, qui avait proposé que certaines mortalités périnatales des bélugas femelles, mortes durant des accouchements difficiles, pourraient être liées à des impacts sur le système endocrinien qui contrôle le processus de la mise bas, entre autres les hormones thyroïdiennes. Donc, on est parti un peu sur cette piste-là. On s'est demandé est-ce qu'on pouvait, via certains mécanismes de toxicité, pouvoir mieux comprendre ces aspects-là. Et on a, dans le cadre de nos études, ciblé des approches omiques, entre autres la génomique et la métabolomique. Et ultimement, donc, les mécanismes de toxicité qu'on voit chez ces espèces-là, est-ce que ça peut être lié à des impacts sur la reproduction et la survie? Entre autres, je parlais de la mortalité périnatale. Donc, est-ce que, justement, ça peut nous aider à mieux comprendre ces mortalités-là qui semblent un peu plus fréquentes ces dernières années, malheureusement, dans cette population qui est déjà très vulnérable? Donc, ultimement, l'ensemble de ces travaux et des objectifs vont nous permettre de soutenir le programme de rétablissement et le plan d'action visant le Beluga du Saint-Laurent, qui est piloté par Pêche et Océan, mais aussi par Canada. Donc, je voudrais parler d'une classe de contaminants en particulier qui a été bien étudiée au fil des ans, et ce sont les retardateurs de flamme. Je ne vais pas parler des HAP, donc les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui ont fait l'objet de beaucoup d'études par d'autres collègues, en fait, entre autres Daniel Martineau, qui avait fait le lien entre l'exposition au HAP et l'occurrence, en fait, de cancers gastro-intestinaux. Donc, sans ignorer cette problématique, je n'aurai pas l'occasion de l'aborder aujourd'hui, mais il existe évidemment plusieurs travaux très importants, révélateurs, qui ont été faits par ce groupe-là et leurs collaborateurs, démontrant cet impact-là et qui est peut-être probablement moins présent aujourd'hui, étant donné que les niveaux de HAP ont beaucoup diminué dans l'estuaire du Saint-Laurent. Donc, au niveau des retardateurs de flamme, je commence par vous parler d'une classe de retardateurs de flamme que l'on connaît probablement tous, qui sont les biphénylpolychlorés, qui n'ont probablement pas besoin de beaucoup de présentation encore aujourd'hui. On les connaît très bien. Ce sont des molécules utilisées largement pour leurs propriétés diélectriques, donc utilisées dans les transformateurs électriques, les encres, les additifs, tout ce qui est dans les produits d'étanchéité, de calfeutrage. Évidemment, on a au fil des ans pu démontrer que ces composés-là étaient bioaccumulables, persistants et très toxiques. Donc, ce qui fait qu'ils ont été bannis au Canada à la fin des années 70, même chose aux États-Unis, et maintenant inclus dans cette liste là, des contaminants là, bannis à l'international via la Convention de Stockholm. Donc, évidemment, pourquoi je vous parle des BBC? Parce qu'on les connaît bien. Et puis, ils ont été largement utilisés pendant plusieurs décennies. Mais maintenant, on est quand même aux prises avec un problème d'entreposage encore aujourd'hui, dans la plupart des cas illégal ou des entreposages inconnus, qui font en sorte qu'il y a beaucoup de déversements encore de BPC aujourd'hui, malgré les lois qui régissent la gestion des déchets qui contiennent des BPC. Donc, ça demeure encore un problème d'actualité, malgré que c'est interdit depuis quelques décennies maintenant.
Donc, évidemment, ça a fait l'objet d'études chez les Bélugas. On parle d'études pionnières pilotées par le groupe de Sargent en 80, qui avaient déterminé des niveaux extrêmement élevés de BPC dans les tissus de Bélugas qui avaient été retrouvés échoués dans les années 70, mais aussi de petits rorquals qui avaient été retrouvés dans les mêmes années. Donc, dans ces animaux-là, on avait retrouvé des concentrations extrêmement élevées de BPC. En fait, on avait évoqué à ce moment-là que c'était probablement un des mammifères marins les plus contaminés au monde. Qui est en partie vrai aujourd'hui. Ce n'est pas non plus une compétition, mais je voudrais dire qu'on est encore dans cette situation-là qui est très triste aujourd'hui. Et ce qu'on remarquait à ce moment-là, c'est qu'il y avait aussi des différences. Évidemment, on ne parle pas d'un gros sample size qui avait été étudié dans l'étude de Sargent, mais il y avait des différences entre les individus, certainement entre les espèces, qui n'est pas non plus surprenant, étant donné que le petit rorqual est premièrement un visiteur saisonnier du Saint-Laurent, comparativement au béluga qui y réside à l'année. Et c'est aussi une espèce qui se nourrit à des niveaux trophiques inférieurs par rapport au béluga. Donc, en plus du temps d'exposition dans l'estuaire aux contaminants qui est très différent, bien, on a quand même une espèce à fanon ici, le petit rorqual qui se nourrit de poissons qui sont moins contaminés également. Donc, ce qui explique en fait cette différence-là qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et j'y reviens dans quelques diapos. Donc, après les travaux de Sargent, évidemment, il y a le groupe de Michel Leboeuf de l'Institut Maurice-Lamontagne de pêche océan s'est intéressé beaucoup au suivi de ces différents contaminants-là dans les tissus des bélugas. Ici, prenant des animaux qui avaient été trouvés échoués le long de l'estuaire et du golfe, ont pu démontrer que depuis l'interdiction à la fin des années 70 des BPC et des organochlorés, il y a eu des diminutions marquées, pas nécessairement très, très élevées, on parle autour de 5 et pas non plus significatives pour les deux sexes, mais bref, on voit des diminutions. Donc, une réponse, en fait, environnementale et qui s'est reflétée dans une réponse au niveau des tissus des bélugas à propos de la diminution de ces contaminants-là au fil du temps. Il est certain que la diminution la plus marquée se serait probablement produite à la fin des années 70, au début des années 80, quand on a vu évidemment ces interdictions-là. Mais quand même, encore aujourd'hui, on voit ces diminutions. Donc, il y a vraiment une bonne nouvelle en soi, mais on est quand même devant une situation où il s'est créé un réservoir immense de ces contaminants-là dans l'environnement. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps avant de voir des diminutions importantes. Donc, qui dit contaminant banni dit aussi produit de remplacement. Donc, c'est là où je vais en venir aujourd'hui. Donc, les BPC, au début des années 80, ont été remplacés par un nouveau retardateur de flamme qui s'apparente beaucoup au niveau moléculaire au BPC, à part du fait que la molécule est substituée de brome par rapport au chlore. Et on voit aussi l'ajout d'un lien éther ici, donc qui était supposément destiné à rendre la molécule un peu moins persistante dans l'environnement. Les PPDE, ce sont des molécules, des retardateurs de flamme inclus dans plusieurs produits de consommation. Donc, je vais aller ici, on parle de matériel électronique, électrique, des meubles rembourrés, textiles, automobiles, etc. Donc, c'est omniprésent dans nos produits de consommation, aussi dans nos milieux de travail, nos ménages, etc. Et c'est vendu principalement sous forme de 3 mélanges. On parle des penta, octa et les déca, qui réfèrent en fait au nombre de bromes qui rentrent dans la composition des congénères les plus présents dans ces différents mélanges. Okay? Donc, penta, donc 5 bromes dans les congénères les principaux de ce mélange-là. Donc, ultimement, les retardateurs de flamme, un peu comme les BPC, étaient destinés à réduire la propagation des flammes et puis, ultimement, pour pouvoir sauver des vies et aussi des biens matériels lors d'incendies. Donc, ce qui est arrivé, c'est que ce qui est arrivé avec ces contaminants-là, c'est ce qu'on avait prédit qui arriverait. En fait, c'est que les concentrations depuis le début des années 80, en fait, depuis l'utilisation massive de ces composés-là, ont augmenté dramatiquement dans les tissus des bélugas. Ça a été étudié par Michel Leboeuf et ses collègues. Des augmentations qui frôlent là, les 20, le 22 et 27 là, pour les deux sexes, et qui a été suivi à la fin des années 90 par un plateau, soit une augmentation très, très faible, ou un plateau, et qui n'est pas non plus surprenant, car c'était ces années-là, on avait commencé déjà à
à diminuer l'utilisation de deux mélanges, en fait, le Panta et le Octa-BDE dans les produits de consommation à cause qu'il y avait des soucis par rapport à leur persistance, toxicité et bioaccumulation. Donc, ce n'est pas surprenant. Donc, on a commencé à restreindre l'utilisation et d'une façon volontaire, des fois, pour certains manufacturiers et compagnies. Ce qui fait en sorte qu'on voit un peu ce plateau apparaître là dans l'étude de Michel Leboeuf. Mais encore aujourd'hui, je vous dirais, et ça, c'est un portrait plus actualisé des concentrations de ces contaminants-là dans des biopsies, hein, donc de prise d'animaux vivants de Beluga. Donc, ça, c'est les études de mon étudiant Antoine. Donc, ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est que malgré toutes ces restrictions-là et les diminutions dans l'environnement des BPC, c'est qu'encore aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les BPC dominent largement le profil de contaminants organiques halogénés dans les tissus des Belugas à des concentrations très, très, très élevées. Et si on les compare aux pesticides, on parle de pesticides organochlorés ici, dominé par le DDE. Donc, on voit que ça domine largement les niveaux de ces organochlorés-là, ainsi que pratiquement 13 fois plus concentrés que les PPDE, okay, dans les mêmes échantillons. Donc vous voyez, d'où l'importance de s'intéresser pas seulement aux contaminants plus récemment introduits dans l'environnement, mais aussi à ces vieux contaminants-là, hein, les BPC, les pesticides, parce que malgré le fait qu'ils soient peut-être moins sexy au niveau de la recherche en écotoxicologie, ils représentent une bonne partie du cocktail toxique là, qui peut impacter la santé de ces animaux-là. Donc, il ne faut pas les ignorer, mais certainement les considérer comme prenant part à tous ces molécules qui peuvent interférer, entre autres avec le système endocrinien, le métabolisme, les enzymes, etc. Donc, si on compare maintenant le Beluga du Saint-Laurent avec en fait, ses voisins, hein, donc le petit rorqual qui fréquente le Saint-Laurent, on voit quand même de la même façon que ce qui avait été démontré dans l'étude de Sargent en 80, que les petits rorquals sont beaucoup moins contaminés au PPDE et autres composés organiques que les Belugas. Encore une fois, dû au fait qu'ils n'occupent pas le même niveau trophique dans la chaîne alimentaire et aussi qu'ils sont des visiteurs saisonniers du Saint-Laurent par rapport aux Belugas. Mais les Belugas, on a pu quand même le comparer avec ses congénères de l'Arctique canadien. Hein, donc, évidemment, ces deux populations-là n'ont pas exactement la même alimentation parce que les proies sont différentes, mais quand même, pour la même espèce, pour des individus de même sexe, ce qu'on voit quand même que les Belugas de l'Arctique canadien sont beaucoup moins contaminés que les Belugas du Saint-Laurent, qui n'est pas non plus surprenant étant donné qu'ils sont beaucoup plus loin des sources principales de ces composés-là. Donc, tout ça fait du sens beaucoup sur ce qu'on avait prédit de voir chez ces espèces et populations-là. Donc, les PPDE, pour revenir à ces composés-là, j'en ai parlé un peu d'entrée de jeu. Ce sont des composés dont les recherches ont accéléré depuis les dernières décennies. On a démontré une foule d'effets toxiques chez les animaux, donc divers modèles animaux, que ce soit les poissons, des reptiles, des oiseaux, des mammifères. Bref, une foule d'effets au niveau de l'immunité, de la croissance, du développement, du comportement des vitamines de reproduction et surtout sur les enzymes et les hormones. Et surtout sur les hormones, évidemment, qui est une piste qu'on a souhaité explorer parce qu'il a été démontré dans la littérature que les PPDE peuvent interagir avec des systèmes hormonaux et plus particulièrement les hormones thyroïdiennes. Ces hormones-là qui sont très, très importantes chez pratiquement tous les vertébrés pour contrôler le métabolisme énergétique, entre autres. Donc, un rôle aussi dans la thermorégulation et aussi la différenciation, la maturation cellulaire. Bref, une foule de fonctions capitales dans l'organisme gouvernées par les hormones thyroïdiennes, entre autres la T3, qui est la version de cette hormone-là qui est biologiquement active. Donc, si on met la T3 côte à côte avec un PPDE, donc un congénère quelconque dans sa version hydroxylée, hein, parce qu'il y a beaucoup de ces PPDE-là qui peuvent subir des hydroxylations en nature aussi via nos enzymes pour venir les ajouter un oxygène, donc un hydroxy. Donc, on remarque beaucoup de similarités structurales entre
en fait, la T3 qui fait partie de l'évolution, qui est très, très conservée à travers la plupart des vertébrés, et un PPDE, en fait, qui est un contaminant de synthèse depuis maintenant quelques décennies. Donc, on voit qu'il y a une très grande similarité, ce qui fait que les PPDE ont été démontrés pour interagir avec la régulation de l'actithyroïdie. Et c'est la piste qu'on trouvait important, évidemment, parce qu'il avait été proposé que probablement une perturbation de l'axe thyroïdien serait, en fait, là, je mets beaucoup de conditionnels là-dedans, serait responsable de peut-être les problèmes d'accouchement qu'on voit chez certaines femelles plus jeunes là, bon, qui meurent lors de la mise bas, ce qu'on appelle la dystocie, dont les hormones thyroïdiennes ont un rôle important, là, qui peuvent jouer, ils ont un rôle en fait dans la mécanique même de l'accouchement. Donc, une des pistes qu'on a voulu explorer, c'est si les PPDE avaient peut-être un lien avec justement des effets sur la régulation des hormones thyroïdiennes. Et les enzymes, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'enzymes qui sont impliqués dans la régulation des hormones, entre autres au niveau des hormones thyroïdiennes. Donc, ça va de pair. Donc, les PPDE, maintenant, sont aussi bannis, hein, autant au Canada que via la Convention de Stockholm depuis quelques années, parce qu'on a, de la même façon que les BPC, les organochlorés, démontré que ces contaminants-là étaient persistants, bioaccumulables et toxiques. Donc, ils se retrouvent sur la même liste, la fameuse annexe 1 de la Convention de Stockholm, pour les mêmes raisons que les BPC, et qui, au Canada, ont été retirés un peu plus tôt que la Convention de Stockholm, en deux phases. En fait, en 2006, où on a banni les penta et les octa, et un peu plus tard, en 2015, malheureusement un peu tard à mon sens, et on a banni en fait le dernier mélange qu'on appelle le DECA, qui est composé à 97% là, de la molécule que vous voyez ici-bas, le BDE 209, qui est la molécule qui est saturée en brome. Donc, nos travaux, en fait, suite aux travaux de Michel Leboeuf, on s'est intéressé un peu à la même problématique de voir si les concentrations des PPDE avaient diminué justement après le moment où ils ont été interdits au Canada, donc Penta et Octa en 2006. Donc, on a un peu pris la même fenêtre qui avait été étudiée par Michel Leboeuf, donc avant 2007, et poursuivi notre étude jusqu'en 2013 pour malheureusement réaliser qu'il n'y avait aucune diminution des PPDE dans cette fenêtre de temps-là. Okay? Donc, il est certain que c'est très peu d'années après le bannissement en 2006, mais force de constater que le plateau qui avait été observé par Michel Leboeuf à la fin des années 90 perdure encore aujourd'hui. Donc, on ne sait pas justement quand est-ce qu'on va commencer à voir une diminution des concentrations des PPDE dans les tissus des belugas du Saint-Laurent. Ici, encore une fois, des animaux qui ont été retrouvés échoués là, le long des berges du Saint-Laurent ainsi que du Golfe. Donc, on n'est pas encore là. On espère de voir cette diminution-là bientôt, mais étant donné que c'est une espèce qui est très longévive et donc ça va prendre encore un peu de temps avant qu'on voit ces diminutions-là du moins chez cette population-là. Mais évidemment, un contaminant banni en amène un autre. Hein, donc, évidemment, les PPDE ont été remplacés par plusieurs nouvelles molécules pour les mêmes applications de retarder la flamme. Ces molécules-là ont une grande diversité de structures moléculaires. Il y a beaucoup de ces composés qui sont des aromatiques, qui contiennent des bromes, des chlores, des fois même les deux. Et donc, on connaît très, très peu d'informations sur leur devenir et leur toxicité dans l'environnement. Et c'est une grosse boîte de Pandore. Et malheureusement, c'est ce que je référais plutôt au principe de la cyclicité. J'y reviens dans la prochaine diapo. Mais donc, c'était un objectif, en fait, de comprendre est-ce que ces contaminants-là s'accumulent maintenant dans les tissus des belugas? Est-ce qu'on voit, est-ce que le beluga répond, en fait, à ce changement de l'industrie qui s'est opéré depuis quelques années? Évidemment, on ne sait pas exactement quand ces changements-là se sont faits parce que ça relève souvent du secret industriel des divers compagnies manufacturiers qui utilisent ces substances. Donc, on s'est intéressé à une petite sélection de nouveaux retardateurs de flamme chez le beluga. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, des molécules qu'on a sélectionnées, on en retrouve maintenant dans nos chromatogrammes. Donc, ici, un échantillon de gras de beluga en fait, d'un ensemble de beluga qui
qui a été retrouvé échoué le long du Saint-Laurent. Donc, on voit apparaître, par exemple, des hexabromobendiennes, on voit apparaître des phtalates bromés qui remplacent les pentas dans les meubles rembourrés, entre autres. Et on voit apparaître aussi toute une série de nouveaux contaminants qu'on appelle des déchloranes ou des dérivés des déchloranes, qui ne sont pas des composés aromatiques, mais ce sont des composés cycliques qui sont chlorés, bromés, chlorés, bromés. Bref, on a un peu de difficulté à comprendre leur provenance et leurs applications concrètes, mais on les retrouve dans nos chromatogrammes que vous voyez, certes à des concentrations qui sont beaucoup moins élevées que les PPDE, pour l'instant, je vous dirais, parce que c'est quand même les PPDE qui dominent largement les chromatogrammes chez cette espèce-là. Mais malheureusement, et c'est tout ça pour vous dire qu'on a affaire au phénomène qu'on voit couramment en toxicologie, où on voit dans un même chromatogramme une succession de molécules qu'on détecte dans les tissus des bélugas et qui sont en fait de regrettables substitutions à des contaminants qui ont été bannis dans le passé. Donc, je représente ça par une cyclicité où on ne sait pas qui sera le prochain. Bref, c'est un peu un travail de CSI qu'on fait en écotoxicologie qui malheureusement ne devrait pas avoir lieu en 2020, alors qu'on a tellement de modèles qui nous permettraient de prédire la toxicité de ces composés-là avant de les mettre sur le marché. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On a aussi remarqué chez ces espèces-là, en fait, cette population-là de bélugas et de petits rorquals, d'autres composés qui ne sont pas nécessairement seulement des retardateurs de flamme, mais utilisés aussi comme plastifiants. Ce sont les paraffines chlorées à chaîne courte, qui sont essentiellement des alcanes chlorées, comme on voit ici. Et on en retrouve beaucoup, beaucoup, et à notre grande surprise, à des concentrations qui surpassent largement les BPC. Grande surprise, je dirais même plutôt stupéfaction. On ne s'entendait pas avoir des données, des concentrations aussi élevées. Donc, évidemment, ça titille notre intérêt et ça nous démontre que des fois, il y a plusieurs composés qui devraient attirer notre attention dans les années à venir par rapport à ces composés. Donc, dans un volet plus exploratoire, donc depuis quelques récentes années, bon, on s'est intéressé aux potentiels impacts de ces concentrations élevées, je dirais, chez les bélugas. Donc, on a utilisé deux approches principalement. Donc, c'est essentiellement les travaux de mon étudiant Antoine Simon. On a utilisé deux approches, les fameux omics, dont la fameuse génomique et la métabolomique. Donc, ce sont des outils qui commencent à être en vogue en écotoxicologie, utilisés depuis plusieurs années dans le domaine de la médecine, par exemple. Donc, on utilise ces outils-là, évidemment appliqués à un modèle animal sauvage qui est très peu étudié au niveau de son génome. Donc, on a ciblé l'expression d'une foule de gènes qui, à ce moment-là, sont impliqués dans la régulation des hormones stéroïdiennes, donc les hormones sexuelles, ainsi que les hormones thyroïdiennes. On avait une petite sélection, évidemment, donc de gènes les plus importants impliqués dans la synthèse, le transport et l'action de ces divers hormones. Et à ce moment-là, ben, on est caractérisé, en fait, l'expression de ces gènes-là utilisant des biopsies, donc prises d'animaux vivants par notre équipe de collaborateurs du GREM, Robert Michaud, qui a la possibilité d'utiliser des dards spécialisés pour nous permettre d'échantillonner un petit bout de peau et de gras pour pouvoir faire ces analyses. Donc, qui sont faites à ce moment-là dans la peau de la biopsie, tandis que les analyses de contaminants se font à partir du gras de la même biopsie. Donc, des tissus frais qui est nécessaire pour ce genre d'analyse moléculaire. Donc, ici, ce qu'on voit, donc évidemment, c'est une approche corrélative. Il faut faire attention aux corrélations. Ce ne sont pas des causes-effets. Donc, on n'a pas de causalité qui est démontrée. Non, ça, c'est vraiment des associations entre deux variables qui pourraient, à ce moment-là, nous amener sur une piste d'un mécanisme de toxicité potentiel, mais qui doit ultimement être validé par des modèles expérimentaux. Qui est fort difficile, évidemment, sur le béluga. Donc, vous comprenez tous qu'on ne pourra jamais exposer d'animaux en laboratoire, évidemment. Et on a aussi, évidemment, de grandes limites par rapport au type d'échantillon qu'on peut échantillonner chez ces animaux-là. Donc, on a accès seulement au niveau des animaux vivants à ces petites biopsies-là qui ne font quelques milligrammes, tandis que pour des études, il aurait été nécessaire d'utiliser d'autres tissus, entre autres, ou compartiments, par exemple, comme le sang, mais qu'on n'a pas accès chez le béluga. Donc, ça limite aussi notre compréhension de ces mécanismes-là, évidemment.
Donc, par exemple, ici, dans cette figure-là, ce qu'on présente, c'est une relation positive entre les BPC et l'expression d'un gène ici qui est le récepteur des estrogènes alpha, en fait. Donc, c'est les niveaux d'ARN messager de ce récepteur-là, qui est un récepteur important, évidemment, dans la réponse aux hormones stéroïdiennes et principalement, bon, évidemment, de l'estradiol. Et ce qu'on voit ici, c'est des associations positives qui pourraient à ce moment-là nous laisser présager qu'il y aurait peut-être une interaction avec ces récepteurs-là chez l'animal. Maintenant, chose intéressante, c'est qu'on a aussi fait la même approche. Ah, quelque chose que je voulais mentionner sur la figure précédente, ce ne sont que des mâles qui sont inclus dans cette étude-là. Donc, il n'y a pas le facteur sexe qui vient confondre l'analyse. Donc, c'est 100% de mâles. Tandis que ici, chez les petits rorquals, ce ne sont que des femelles. Ce n'était pas volontaire comme échantillon. C'est d'ailleurs ce qu'on avait échantillonné à ce moment-là. Ce sont tous des femelles, 100% des échantillons qu'on a réussi à avoir dans le cadre du projet. Ce que ça veut dire que la plupart des animaux de l'estuaire sont des femelles. Grosse question, on ne le sait pas, mais c'est ce qu'on avait ici qui était confirmé génétiquement. Donc, chez les petits rorquals, on voit aussi le même genre d'association positive entre le récepteur de l'estrogène, ici dans la forme bêta, et les concentrations de PPDA et d'autres organiques. Donc, encore une fois, on ne parle pas ici de causalité, mais peut-être d'une potentielle interaction entre ce récepteur et les divers contaminants, qui sont quand même connus pour être des contaminants pouvant interférer avec la régulation des hormones stéroïdiennes. Donc, ce n'est pas non plus une surprise ici en fonction de ce qui est connu dans la littérature. Maintenant, ce sont seulement quelques exemples pris comme ça à la pige. On a aussi obtenu des corrélations, évidemment, avec d'autres types de contaminants et de gènes, entre autres le gène impliqué dans le métabolisme des hormones thyroïdiennes qu'on appelle les déodinases. Les déodinases qui sont des enzymes clés dans la régulation des hormones thyroïdiennes qui vont catalyser des réactions d'enlèvement d'un iode de la molécule T4 pour soit l'activer dans sa forme T3, qui est l'hormone qui est biologiquement active, ou bien la désactiver en formant, par exemple, la RT3. Bref, il y a quelques formes de déodinase qui existent. En fait, il y en a 3. Ici, c'est la déodinase de type 2, donc qui catalyse cette réaction-là, entre autres, de former T3 à partir de T4, donc on enlève un iode, donc qui est essentiel pour pouvoir l'activer dans les cellules cibles. Et puis, donc, ce qu'on voit ici, c'est des relations positives entre BPC et l'expression, en fait, les niveaux d'ARN de la déodinase de type 2. Ici, qui était particulièrement d'intérêt, encore une fois, parce qu'on s'intéresse beaucoup à la régulation de l'axe thyroïdien. Et c'est évidemment un volet du projet qu'on va poursuivre maintenant avec le projet de Valérie Jolicoeur qui vient de débuter, où on va essayer de creuser un peu plus dans les impacts des retardateurs de forme et autres contaminants organiques sur la régulation des hormones thyroïdiennes en utilisant plusieurs autres gènes et en tentant aussi de déterminer les niveaux d'hormones thyroïdiennes dans le gras de ces mêmes animaux. Maintenant, dans une autre approche un peu complémentaire en métabolomique, encore une fois, les travaux d'Antoine qui ciblaient une foule en fait, de métabolites, de produits de réaction cellulaire chez ces belugas-là, donc une grande série de plus de 100 métabolites, entre autres les acides gras qui ont été analysés. Qui sont impliqués évidemment dans plusieurs réactions, dont le métabolisme énergétique, en partie gouverné par les hormones thyroïdiennes. Donc, sinon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de corrélations qui sont apparues entre certaines concentrations de certains contaminants et ici, bon, les concentrations de certains acides gras insaturés, qui n'est pas nécessairement ici un mécanisme de toxicité. Il faut faire bien attention à ça parce que les acides gras sont en grande partie acquises lors de l'alimentation de la même façon que les SCCP. Donc, qui sont les paraffines chlorées à chaîne courte. Donc, ce sont évidemment des données plus exploratoires qui vont nous amener à creuser un peu plus ces aspects-là. Donc, on a fait en partie dans le projet d'Alexandre Bernier et que l'on va poursuivre aussi dans le projet de Meredith Sherrill qui débutera sous peu son doctorat pour justement mieux comprendre d'où ces métabolites-là proviennent et aussi de quelle façon et
aussi leur relation, en fait, avec les mêmes concentrations dans les proies. Donc, l'aspect du transfert trophique qui pourrait peut-être expliquer ce qu'on voit ici au lieu d'un mécanisme de toxicité. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait départager ici dans le futur. Donc, en conclusion, rapidement, donc c'était un bref survol aujourd'hui de divers contaminants qui ont attiré notre attention chez le beluga. Donc, on a pris un peu le fil de ce qui avait été laissé par Pêche Océan Canada et aussi en ajoutant des nouveaux contaminants. Donc, ce qui nous démontre aujourd'hui que on a affaire à un cocktail toxique beaucoup plus complexe qu'on le pensait avant. Et malheureusement, les concentrations diminuent très, très peu si on regarde les récents travaux du groupe de Michel, mais aussi si on regarde les travaux pionniers de Sargent et al. En 1980. Donc, ça risque d'être présent longtemps encore dans les tissus des belugas. Et à ça s'ajoute évidemment tout un lot de nouvelles molécules, hein, des nouvelles générations de retardateurs de flamme, incluant aussi des composés comme des plastifiants, donc les paraffines chlorées. Donc, ce qui nous dit que chez ces populations-là, on devrait les suivre d'une façon un peu plus serrée et aussi être à l'affût de nouvelles méthodes pour pouvoir quantifier de nouveaux contaminants. Et c'est ce qui fera l'objet justement d'études de notre laboratoire en collaboration avec l'Université de Toronto et des Rimouski ou dans un nouveau projet beluga qui nous permettra, avec des approches, par exemple, non ciblées en chimie analytique, d'aller explorer un peu plus loin, justement, tout ce qui peut représenter un potentiel toxique au niveau de ces contaminants émergents-là dans les tissus des belugas. C'est quelque chose qui est en progrès présentement dans notre groupe de collaborateurs. Donc, on constate encore aujourd'hui qu'il y a très, très peu d'informations disponibles sur le devenir, la toxicité des retardateurs de flamme et autres composés émergents. Donc, on tente d'adresser cette problématique-là à travers différents outils. Donc, je parlais tantôt de génomique, de protéomique, de métabolomique, mais on va aussi inclure la protéomique et aussi se concentrer un peu plus sur la lipidomique, hein, qui est une partie de la métabolomique. On va essayer de comprendre justement comment ça peut avoir un impact sur le métabolisme énergétique et aussi la condition, hein, et la condition corporelle de ces animaux. Et évidemment, à force de constater que même si ultimement on aimerait tous pouvoir utiliser un biomarqueur universel d'effet chez les espèces sauvages, bien, ça s'avérera toujours impossible. Donc, en utilisant une batterie de biomarqueurs moléculaires, bien, on tente de développer, et c'est en fait, je pense que c'est notre mandat au fil des projets, de pouvoir développer de bons biomarqueurs d'effet chez ces mammifères-là pour peut-être mieux comprendre l'impact des contaminants sur leur système endocrinien, leur métabolisme et ultimement sur leur reproduction et leur survie, et toujours dans une optique de conservation de l'espèce qui est, je vous le rappelle, en voie de disparition depuis maintenant quelques années. Donc voilà, ça conclut pas mal ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans un temps très restreint. Évidemment, il y a plusieurs autres travaux qui ont été faits sur le beluga, donc je vous invite à consulter les travaux. Je vous en parlais tantôt de Daniel Martineau, qui produit beaucoup de recherches intéressantes dans le domaine. Donc, je vous mentionne aussi certainement que ce projet-là se poursuit. On a un financement qui va nous assurer des travaux très bien financé jusqu'en 2023, justement, au travers du nouveau programme de pêche océan qu'on appelle Sciences pour l'avenir des baleines. Donc, je rappelle les sources principales de financement qui sont Pêche Océan Canada, donc finance à 90% le projet qu'on vient de terminer et qu'on poursuivra jusqu'en 2023, et aussi une contribution là, d'Environnement Canada à nos projets. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup, et puis si vous avez d'autres interrogations, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, merci énormément, Jonathan, pour cette excellente présentation qui a sûrement suscité plein de questions. Comme je l'ai dit au début, si vous voulez poser des questions, il faut lever la main sur votre ordinateur dans le logiciel Zoom. Si je n'arrive pas à vous situer, parce que moi, actuellement, je ne vois personne qui a levé la main, peut-être dans la... Oups, ça s'en vient. OK. Peut-être dans la partie converser, là, juste écrire votre nom, puis je vais vous donner la parole. Alors, je ne vois personne. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question pour Jonathan?
s'il n'y en a pas actuellement, je pourrais, moi, te demander, Jonathan, dans les premiers graphique que tu démontrais, tu montrais qu'il y avait quand même une différence par rapport au BPC, entre autres, qu'il y avait une différence dans l'accumulation des BPC chez les mâles et chez les femelles. Il y avait une différence entre les mâles et les femelles. Alors, il y en avait moins, je pense, chez les femelles que chez les mâles, hein. C'est quoi les Mhm. hypothèses qui expliquent ça? Tout simplement, et en fait, c'est quelque chose qui est assez connu chez les mammifères marins où on a, comme la plupart des mammifères, un transfert in utero qui se fait chez les femelles en âge de se reproduire, mais aussi un transfert de ces contaminants via la lactation. Donc, c'est assez bien connu qu'il y ait des différences, en tout cas au niveau des adultes non sexuellement matures, des différences significatives entre les mâles et les femelles. Là, les mâles étant généralement plus contaminés. Mais si on capture des femelles qui sont soit en pause reproductive ou trop vieilles ou trop jeunes se reproduire, c'est qu'on voit les niveaux, mais elles ressemblent beaucoup aux mâles. Donc c'est vraiment un effet de transfert maternel là, chez ces animaux-là qui est attendu aussi. OK. Merci. C'est juste pour que tu apportes un complément d'information. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez connu. Il y a Patrice Couture qui a une question. Oui, Pat- euh, oui, bonjour. Oui, effectivement, non, je trouve ça très intéressant. J'avais une question vraiment très simple. C'était au niveau de l'acide gras, le 22,6, sur lequel on travaille beaucoup dans mon labo. Mais nous, on travaille sur les phospholipides membranaires. Je voulais savoir si, dans vos études, si vous analysez les phospholipides, les lipides totaux ou juste les phospholipides. C'est vraiment différent là, au niveau de, c'est soit des lipides de stockage ou des lipides qui font partie des membranes cellulaires. Oui. Ouais, effectivement, c'est dans le projet d'Alexandre, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais on a vraiment ciblé la lipidomique pour, en fait, pour bien comprendre, en fait, ou tenter de comprendre, en fait, s'il y avait un impact de la contamination sur le métabolisme énergétique et les réserves d'énergie de ces animaux-là. Et notre objectif à ce moment-là était d'utiliser une série de lipides, de composés lipidiques. Et on a aussi inclus les phospholipides, entre autres des phosphatidylcholine, qui sont évidemment des lipides membranaires. Et on a effectivement trouvé des liens entre la condition corporelle des belugas et les niveaux de ces phosphatidylcholine. Donc, l'objectif de ce projet-là en particulier était surtout de tenter de voir si on pouvait utiliser certains de ces composés lipidiques-là comme des biomarqueurs de la condition corporelle des belugas qu'on a pu aussi estimer selon la morphométrie des animaux, donc longueur versus poids. Et puis, on a découvert des choses assez intéressantes par rapport à ça, mais pas nécessairement de lien avec les contaminants. Donc, et c'est pour ça qu'on va poursuivre ce même projet-là dans le cadre du projet de Mérédith qui débutera sous peu. Donc oui, on en a une série de composés lipidiques. On en avait plus d'une centaine et on va même bonifier cette liste-là là, en ajoutant des triglycérols éventuellement aussi dans notre série. Alors, merci beaucoup, Patrice et Jonathan. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je vois que personne ose lever la main. C'est trop clair, j'imagine. Juste par curiosité, dans un graphique, tu présentais, Jonathan, la contamination en BPC, en PBDE, puis en pesticides. Et puis, pour essayer de démontrer que finalement, les anciens contaminants sont toujours présents. Alors, il y a toujours un intérêt pour les étudier. Chez les BPC, tu avais une sommation de BPC. Chez les PBDE, la même chose. Pour les pesticides, c'était quoi? Parce que les pesticides, ça bouge beaucoup aussi. Les pesticides qu'on utilisait, qui sont disparus, le Mirex, etc., Ouais. il y a 20-30 ans, ben, il y a d'autres pesticides qui arrivent avec les néonicotinoïdes, entre autres, tout ça. Alors, je voulais savoir, d'après toi, c'était quel pesticide? Est-ce que c'était une...
En fait, dans cette analyse-là, on a tout simplement pris les organochlorés classiques, là, donc ceux qui sont aussi bannis au même titre que les BPC. Donc, on a voulu un peu les prendre un peu parce qu'on savait qu'elle allait être fortement présent. Et je vous dirais que cette sommation-là des pesticides correspond en grande partie aux dérivés du DTT qu'on appelle le DDE. Donc, qui est très, très bioaccumulable, qui se retrouve tel que prédit en grande quantité dans les tissus des bélugas. Donc, il n'y avait pas de surprise à ce niveau-là. Mais on ne s'est pas intéressé, par exemple, aux nouvelles générations de pesticides dont tu parles, les néoniques, tout ça, qui n'ont pas fait l'objet d'études pour l'instant. Peut-être moins bioaccumulables au niveau des tissus adipeux, donc on ne s'attend pas à trouver des concentrations extraordinaires dans ces tissus-là. Mais encore une fois, on ne peut pas se vanter d'avoir ciblé le cocktail complet de contaminants chez ces espèces-là. Au contraire, on travaille sur le dossier, mais en fait, ce n'est pas dans notre liste de le faire pour l'instant au niveau de ces nouveaux pesticides-là, ou bien pas nouveaux, mais couramment utilisés, je pourrais dire, là, pour l'instant. Très bien, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas, Patrice, peut-être tu peux donner peut-être le mot de la fin. Je te redonne la parole. Oui, en fait, je pense que Lou avait une question. J'ai vu que Lou Lou Paris avait Lou sorti. Paris, attends une minute, je n'ai pas vu son... Non, elle a envoyé ça dans les commentaires. Ah, dans les commentaires, OK. Elle a dit qu'elle avait une question. OK, alors Lou, je vais te redonner la parole ici, là. Allez. Bon, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Yay! Dans le fond, désolée, je n'arrivais pas à lever la main, je me sentais un peu nulle. Mais en bref, je me demandais s'il y avait des démarches ou des comités ou n'importe quel processus pour améliorer l'approbation des nouvelles molécules et des nouveaux produits sur le marché, parce que là, on est vraiment, comme tu disais, dans un cycle un peu absurde. Ben, tu n'as pas dit ce mot-là, mais je l'utilise pour dire que là, on a une molécule toxique, on la bannit, on a une nouvelle, elle est aussi toxique, on la bannit, puis si on continue comme ça, on va juste continuer d'être bombardé puis de nuire à l'environnement sans fin. Mm-hmm. Il y a effectivement des efforts qui se font et c'est principalement piloté par Environnement Canada. Il y a un programme qui s'appelle le Chemical Management Plan. Magali, entre autres, notre collaboratrice, est très fortement impliquée dans ce programme-là. Donc, il y a des initiatives au niveau du gouvernement fédéral justement pour faire un screening complet de molécules qui entrent sur le marché canadien ou qu'on trouve dans nos produits de consommation et dans la faune. Donc, le genre d'études que nous, on fait nourrit ce processus qui lui-même nourrit les grands processus internationaux comme la Convention de Stockholm. Donc, je veux dire que le processus est en branle. Je ne dis pas que se fait d'une façon extrêmement efficace, mais il y a toujours des délais qu'on doit prendre en considération. Par exemple, entre l'introduction de la substance même sur le marché canadien ou via un produit de consommation et des actions concrètes au niveau légal qui sont entreprises pour limiter son utilisation, ses émissions, etc. Donc, il y a un décalage qui est beaucoup moins grand qu'il était avant, par exemple, si on parle des BPC, des PPDE. Mais ça pour dire qu'on n'est pas encore dans le processus idéal où le fardeau devrait reposer sur l'industrie. Autrement dit, ça devrait être l'industrie qui devrait démontrer l'innocuité des substances qu'ils utilisent dans leurs produits de consommation et non l'inverse, que nous, on doit le démontrer suite à plusieurs études au fil des ans. Donc, dans une approche de précaution, on devrait justement pouvoir dire que tu ne peux pas utiliser ces produits-là tant que tu ne nous as pas convaincu qu'il n'est pas persistant, bioaccumulable et toxique. Ça se fait un peu plus en Europe, je te dirais, mais on n'est pas rendu encore au Canada. Et je sens qu'il y a certains assouplissements qui vont faire en sorte qu'on va peut-être y arriver, mais on n'est vraiment pas encore rendu là. Donc, pour l'instant, la roue tourne très lentement et on est encore un peu dans le même modus operandi qu'on l'a été pour tous les autres contaminants qu'on parlait. Donc, on régule un peu d'un contaminant à la pièce. Hein, donc, chaque contaminant a un numéro CAS. Donc, on évalue d'une façon unitaire chacun de ces composés-là au lieu de parler de classe. Donc, est-ce qu'on a besoin des retardateurs de flamme comme classe entière de contaminants? Donc, si on se pose la question, on répond non, bien là, on va tout prendre ces composés-là et les éliminer du marché par rapport à aller chaque composé un à un, de déterminer leur destin là, et de comprendre leur toxicité. Donc en fait, c'est que présentement dans le monde, c'est qu'on veut préconiser cette approche de classe
c'est ce qu'on devrait militer, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus, dont incluant moi, que les retardateurs de flanc n'ont aucune utilité. En fait, aucune utilité que ce que l'industrie nous avait clamé haut et fort. Donc, on devrait tout simplement éradier cette classe de contaminants-là, tout simplement, de nos produits de consommation. Donc, voyez-vous, c'est comme deux approches, en fait. Et puis, je pense qu'on n'a pas encore assez convaincu nos décideurs de l'adopter, mais peut-être que ça va arriver un jour. Bien, merci beaucoup, Lou, pour la question, puis surtout à Jonathan pour la réponse. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Demain, je ne vois pas, je fais le tour, là, puis je ne vois pas de main levée. Alors, je vais laisser la parole à Patrice, à moins que Patrice me trouve encore quelqu'un qui veut poser une question. Non, puis il n'y a personne, je ne vois personne, effectivement. Non, je ne vois même pas les mains levées moi-même. Là. Mais tu vois, moi, j'ai une main levée. Hein, c'est bizarre. Hein? Ben, voilà, Et puis là. OK, alors, écoute, je vous remercie beaucoup, beaucoup, tout le monde. On était plus de 40 personnes à un moment donné. On était comme 45 personnes. Donc, c'était vraiment une très belle audience, internationale en plus, avec des gens de différents niveaux, des étudiants, des chercheurs. Des gens dans le privé. Donc, c'est très, très apprécié, votre participation. C'est un grand succès pour notre premier webinaire. Merci surtout à Jonathan d'avoir voulu porter le flambeau du premier webinaire EcoTalk. Maintenant, bon, si jamais vous avez des suggestions pour quelqu'un que vous aimeriez entendre comme deuxième, gênez-vous pas de nous les communiquer. Sinon, faites-vous-en pas, on va vous en trouver un. On revient bientôt avec un prochain webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, merci à vous pour l'écoute et puis je vais vous souhaiter bon courage durant cette période difficile pour tout le monde. On parle vraiment d'une période planétairement difficile et bon courage et bonne santé et au plaisir de vous revoir en personne. Au revoir. Bye. Mhm.